Ce qu'on va regarder maintenant avec la question de Dali, c'est comment des artistes vont directement piocher les questions de cinéma. C'est-à-dire que Dali va participer à faire deux films qui sont importants dans l'histoire du cinéma, c'est L'Âge d'Or et Le Chien andalou, qui vont faire extraordinairement scandale. Et ce qui m'intéresse, c'est un glissement sur non pas le fait que ça soit déjà très cinématographique, cette peinture, oui, puisque tout le monde connaît, c'est un des... Si vous devez revenir à la fac, je vous le signale d'avance, vu que c'est, à part la Joconde, le deuxième truc qu'on me cite le plus dans toutes les dissertes de l'univers, c'est -7 avant de commencer Dali, ça va quoi. Il a été rejoint depuis peu par Frida Kahlo qui est en train de truster toutes les références. C'est-à-dire les montres molles, la déformation du réel. Le surréalisme, j'en parlerai dans 2 fois, voilà, va ouvrir des tas de pistes de travail, de rapport au rêve. Et donc, le cinéma a énormément rapport avec le rêve. C'est un endroit où tout est possible et où mon collègue de gauche, malgré son âge, va énormément au cinéma, ce qui a énormément disparu. Hein. Il n'y a plus de cinéphilie, de gens qui vont voir des films tout le temps, ou alors ils les regardent sur leurs genoux chez eux en commandant des pizzas. Ça a basculé sur quelque chose comme ça. Et si c'est bien le cinéma, c'est que s'il y a un endroit où tu peux arrêter d'avoir des soucis, c'est pendant les 2 heures que dure ce film, en fait. C'est que c'est une bulle très puissante. Hein. La peinture, la littérature peut-être avoir un équivalent, mais comme il s'adresse à tous les sens, y compris te faire chialer ou rigoler, c'est quand même pas... voilà, la littérature peut faire ça, parce qu'elle est vraiment immersive. Mais hélas, on peut pas tout à fait dire la même chose de la peinture, même si elle peut être évidemment bouleversante. Et ce qui fait que les jeux de métamorphose, c'est-à-dire de voir une cuvette de lavabo, un visage de personnage et puis un grand chien au bout, qui est aussi une montagne, voilà ce jeu d'analogie visuelle entre quelque chose qui est une chose et qui est une autre en même temps. Ce jeu pour le spectateur de reconnaître un chien et puis un paysage, c'est le jeu du cinéma, puisque c'est une transformation dans le temps. C'est-à-dire on peut imaginer un travelling. Le chien, il a son oreille là, son nez, son œil, son museau, sa moustache. Ça, c'est son corps, ses fesses, la queue. La limite de cette peinture, j'ai déjà parlé de Dali, mais on fait vite, c'est que c'est très virtuose aussi d'ailleurs, et que ça c'est un de ses tableaux des débuts, c'est que Dali est un homme qui est intéressant pour cette raison-là, c'est une raison un peu perverse, c'est que c'est un arriviste qui veut absolument réussir et qui fera tout pour ça, et donc il est cubiste quand il y a des cubistes, et il va participer à cette transformation surréaliste, il va se faire virer pour cette raison-là, parce qu'il part en tous sens, y compris en sens plutôt catholique, intégriste, soutien à Franco, ce qui est quand même très peu montré quand il y a des expositions. Et cette question de l'engagement dans sa peinture, vous pourrez me dire, séparons l'homme de l'artiste. Et c'est tout à fait faisable, mais c'est tout à fait bizarre qu'on n'en parle pas quand il est exposé. Ce qui me fait dire ça, c'est que la transformation... Le lien entre le rêve et le cinéma, le lien entre la métamorphose, c'est-à-dire quelque chose qui devient nous, vous voyez, on voit bien que les étapes du ramollissement ont lieu tout doucement, eh bien c'est aussi cinématographique. Et puis ce jeu de collage d'éléments les uns par rapport aux autres, qui fait qu'on a, c'est un peu la critique que je ferais à cette peinture, vous voyez, elle est sur 3 plans en fait. On a un truc devant, comme une plage, on a un deuxième plan, et puis on a un arrière-plan. C'est à peu près tout le temps comme ça. Vous voyez, on retire ce morceau-là, et puis on met ça, et ça marche très bien. C'est de la peinture pour l'IA d'avance. C'est-à-dire, on pourra générer des faux Dali très facilement, parce que c'est ce qu'il a fait lui-même, en fait. Il a fabriqué une espèce de scène en 3 morceaux, dans lesquels vont arriver ces éléments de décor. J'aime bien celui-là parce que c'est le moment où on découvre que c'est pas pour les enfants Dali, puisqu'il y a une dame qui a l'air quand même d'être intéressée par l'intérieur du caleçon d'un monsieur à droite, et que voilà, il n'y a pas que des montres molles dans la vie, voilà. Mais c'est aussi pour dire que Dali, c'est plus compliqué que juste un truc rigolo de déformation. C'est quelqu'un qui joue avec la signification aussi, c'est-à-dire des choses liées à la psychanalyse.
Donc le rêve, il va rencontrer Freud et ça va être assez déceptif, on peut dire ça comme ça maintenant. C'est-à-dire, Freud est plutôt attaché à une peinture traditionnelle et donc la métamorphose et ce qu'on suppose de personnages qui n'ont pas leurs ombres dans le même axe, d'éléments qui reviennent, parce que c'est ça qui est intéressant chez Dali, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent tout le temps, qui est obsessionnel. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est parce que sa théorie est un peu invraisemblable. On croit que c'est un délire, et en fait, c'est aussi un homme qui est extrêmement cultivé. Vous allez comprendre, ça va changer votre existence. Je me demandais pourquoi je peignais des montrements. Alors, aussitôt, j'ai répondu que je peignais des montrements parce que j'étais mystique. Alors ils m'ont dit, mais quel rapport entre le mysticisme et le montrement? Et j'ai répondu, parce que les montrements sont comme du fromage, et surtout comme le camembert, quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il a la tendance de commencer à dégouliner. Et alors il dit, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme? Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Alors là, il y a une certaine malaise de la part des jésuites, mais comme que je suis très jésuitique moi-même, je savais déjà que cette chose, c'était Saint Augustin qui l'avait dit avant Dali. Ça a l'air de rien, mais il va citer Saint-Augustin et ça se tient très bien. C'est-à-dire, d'un délire, il se fait son cinéma, il y a du sens. C'était une somme de la Bible dans laquelle on parle de Jésus en le comparant à une montagne. C'est très long, mais ça commence en disant Montus coagulatus, montus fermentatus, montus. Enfin, c'est une série de montagnes, toutes lesquelles ils ont des attributs et les vertus caractérisées et ammoniacales du fromage. Et rien d'autre que Saint Augustin, il écrit textuellement que ce passage, il faut l'interpréter que Jésus, ce n'est pas une montagne de fromage, mais c'est de montagnes et de montagnes de fromage. Alors, je pense que la démonstration peut s'arrêter là, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on pourrait aller vite en disant ce type est complètement dingo, mais c'est pas que ça. Ce qui m'intéresse, c'est déjà il a peur de rien. Il fait des transitions entre des choses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire, on l'a vu dans la peinture, des déformations de personnages. Voilà, évidemment, Vermeer de dos, c'est un portrait qu'il a fait de lui qui est bien connu de l'histoire de l'art. Donc Dali, même dans ses délires, emprunte des choses qui sont très référencées à chaque fois. N'hésite pas à déformer, puisque Vermeer n'était pas prévu pour être une table basse pour prendre l'apéro, c'est vrai. Mais ce délire-là, on l'a vu dans les images, même dans le Daumier de tout à l'heure, hein, les caricatures, la déformation. Mais c'était pas dans l'histoire de la peinture, c'était plutôt dans le domaine de la culture populaire, la déformation, la rigolade, la caricature. L'air de rien, il s'appuie sur quelque chose qui est très sérieux, c'est-à-dire, si tu cites Saint-Augustin, évidemment, d'un seul coup, c'est plus la même histoire. Et ce qui est intéressant chez Dali, c'est que il va continuellement, je trouve que la vertu, c'est aussi ça, c'est que il y a beaucoup de conneries, pour le dire comme ça, et beaucoup de choses qui ont été écartées, parce qu'il est un peu comme Madonna ou Johnny, il faut être à la mode tout le temps, donc quand on colle à l'actualité, qu'on essaie de la devancer, comme dirait Cocteau, il faut courir plus vite que la mode. Et c'est l'occasion de rater beaucoup de choses. Donc Dali va effectivement aller au zoo peindre un rhinocéros avec un trognon de pain sur la tête, ce qui est assez logique, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il va évidemment utiliser des références picturales, puisque vous reconnaissez l'Angélus de Millet, deux agriculteurs en train de prier pour que les patates poussent. Enfin, je plaisante, mais
ils sont en train d'entendre, ils s'arrêtent de travailler. Donc il y a énormément de références et de jeux avec les références. Donc finalement, la peinture elle-même est en train de jouer avec sa propre histoire. C'est ce qui fait qu'on est déjà plus très moderne, on est presque dans quelque chose de contemporain, un jeu avec des choses que tu reconnais ou que tu reconnais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce travail de métamorphose, parce que on va écouter de quelle façon sur le chien andalou il a travaillé. Alors je préviens ma copine qui est là, puisque c'est la plus sensible du groupe que je connais. Il y a quelqu'un, je vous le dirai, qui va avoir un œil tranché en gros plan. Et donc c'est quelque chose que tu n'oublies jamais de ta vie si tu l'as pas vu. Et si tu es un peu sensible, je te conseille de ne pas le regarder. Ça sera juste avant ça, c'est-à-dire Buñuel et Dali se réunissent. Ils sont tous les deux très jeunes. Ils ont une méthode de travail simple que Buñuel va répéter. On délire, c'est-à-dire tout ce qui ne serait pas rationnel nous intéresse, tout ce qui serait des associations complètement folles nous intéresse. Mais l'air de rien, si on ouvre un œil, c'est parce que c'est ce qu'on cherche à faire sur le spectateur. On cherche à lui ouvrir les yeux pour qu'il voit un peu autre chose que ce qu'il voit. L'Âge d'or est un film majeur de l'histoire du cinéma français. Il a été censuré pendant plus de 50 ans et cela a signé la fin pendant toutes ces années du surréalisme sur les écrans français. Il s'agit du second film du duo surréaliste Luis Buñuel et Salvador Dalí. Après avoir réalisé et écrit 2 ans plus tôt Un chien andalou, c'est bientôt. Je te dirai d'ouvrir les yeux. Tu peux ouvrir les yeux. No pensé que le chien andalou, à cause des rêves que nous avons eus. Lesquels? Un rêve c'est lui, il rêvait qu'il y avait la main pleine de fourmis. Il m'a raconté le rêve. Moi, j'ai rêvé un couteau qui coupait même. Alors, il a dit, on pourrait faire un film avec ça, avec des éléments comme ça, irrationnels. Et nous avons écrit Les Scénarios en 7 jours. Voilà, finalement, son travail, c'est de dire on va être ensemble, on va parler de nos rêves. C'est irrationnel, c'est tout à fait assumé. Et le scénario, le script, c'est presque rien en fait. Donc c'est aussi un cinéma qui a presque disparu, hein, qu'on retrouve un peu dans les films d'animation, c'est-à-dire un film dont ce n'est pas le scénario la pièce la plus importante. C'est-à-dire ce sont les transformations visuelles. Vous savez peut-être qu'au début du cinéma, on va dire dans les années 20, il y a des films abstraits, c'est-à-dire ce sont des formes qu'on regarde, un peu comme ton fond d'écran quand il bouge. Voilà, le cinéma pourrait être aussi juste une transformation visuelle, sans histoire, sans comédien. Il a essayé de l'être, il a eu beaucoup de mal et ça s'est réfugié dans les ordinateurs il y a peu. Ce qu'il est en train de dire, c'est que leur façon de travailler, c'est ça que je voudrais montrer, c'est que c'est assez cinématographique de mettre des éléments les uns avec les autres et de les mixer pour les mélanger. 7 jours. Quelle était la règle d'écriture? La règle était refuser toute image qui pouvait avoir une explication rationnelle, ou des souvenirs, ou due à la culture. C'est-à-dire toute image qui nous apparaissait et nous la trouvions impressionnante, qui nous impressionnait, on la jetait sans discuter. Vous aviez un droit de veto l'un sur l'autre? On l'a pas employé. Non, le veto consistait à dire je n'aime pas ça. Et l'autre disait en effet, n'est pas bien. et c'est l'Âge d'or qui a mis un terme à leur collaboration. Car Dalí ne supportait pas que l'on insulte la religion. Alors il y a de quoi dire parce que en effet, pendant ce chien andalou, donc vous avez compris que le principe du rêve va être une association d'images puisqu'il vous arrive de rêver de plein de choses. Alors si le sujet vous intéresse, ça a beaucoup évolué depuis Freud. Hein, si vous connaissez le merveilleux Toby Nathan, il fait l'hypothèse qu'on aurait des rêves qui pourraient être collectifs parce qu'il y a des tribus qui, quand quelqu'un rêve, le racontent aux autres parce que ça concerne l'ensemble du monde. Donc il suffit de rêver qu'on a une main remplie de fourmis pour fabriquer une image très puissante qui ne fonctionnerait pas de la même façon en peinture, il me semble, parce que voilà, il faut qu'elle ait l'air d'être menaçante. Il y a continuellement chez Dali et Buñuel des choses autour du désir, et donc le désir c'est un mouvement, hein, c'est pas. Et puis voilà, quand le désir va se réaliser, il y a la religion qui est dans ton dos, donc on tire sur son dos des curés, et c'est à droite Dali sans moustache, ce qui est assez rare que je porte pas la moustache. Ils vont réaliser l'Âge d'or juste après, dans lequel il y a aussi cette dimension de rêve, alors encore plus fort de désir. Comme le sujet, si vous venez souvent, vous savez que c'est un sujet qui nous importe beaucoup. S'il est censuré, c'est aussi une des rares fois où on voit un désir de femme.
C'est-à-dire, c'est la femme qui aime tellement l'homme qu'elle a envie de le bouffer. Donc, c'est pas du tout un truc qu'on montre à tout le monde. Les femmes n'ont pas de désir. Ça n'est pas pensable, surtout quand elles se mettent à rêver sur des sculptures, quand même tout à fait bizarres, de sucer des pieds comme ça. Voilà. C'est une façon de montrer le désir qui est tout à fait dérangeante parce que c'est une femme qui le fait, et pourtant ce sont des métaphores. Alors si je prends un tout petit exemple du travail, oui je ne nous mets pas trop en retard, de la fortune de Buñuel, puisqu'on va le quitter là et on va basculer sur le travail de Dali avec Disney. Si vous ne connaissez pas la merveilleuse émission Blow Up, qu'on La trouve sortie sur en Internet. salle cette semaine du film d'animation Buñuel après l'âge d'or nous a donné envie de revenir sur la longue carrière de Luis Buñuel. Et enfin, terminons. Et donc le Blow Up en 4 minutes, on les trouve sur Internet, ce sont des émissions d'Arte, va résumer la carrière d'un comédien, va résumer la carrière d'un cinéaste, le bleu, la piscine, les lunettes au cinéma. Donc on espère que c'est ce qui vous arrive, c'est que ça donne envie d'aller voir les films en fait, puisque c'est la séquence du spectateur. Et j'aimais bien, il parle ici en 2 minutes de l'influence de Buñuel, c'est même 30 secondes, de l'influence de Buñuel dans le cinéma plus tard, c'est-à-dire que ce surréalisme, cette espèce de délire n'est pas lié qu'aux années 20. On le retrouve ici chez... L'influence de l'œuvre de Buñuel sur le cinéma contemporain. Pedro Almodóvar dans Enchères et en os fait dialoguer ses personnages avec ceux de la vie criminelle d'Archibald de la Cruz. Dans L'amour est un crime parfait, le prof Mathieu Amalric montre à ses élèves l'âge d'or. La stratégie narrative anglo-saxonne. Tout comme dans Kaboom de Gregg Araki, on assiste en cours à une projection d'un chien andalou. Majoring in film studies is something I wanted to do all my life. Et puis, Voilà, c'est juste pour vous donner envie d'eux, c'est pas qu'un cinéma des années 20 qui aura disparu après. Cette façon de travailler en associant des images va intéresser tout le monde. Alors ce qui est le plus rigolo, c'est que ils vont vraiment se rencontrer, c'est que le monsieur Dali quitte le mouvement surréaliste, il se fait virer, se fâche avec Buñuel, pour des raisons évidemment religieuses, va rencontrer dans les années 30 Walt Disney, qui est devenu déjà très 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 célèbre. Il a réalisé un film tout en musique, 10 courts-métrages musicaux. Alors je vous montre un petit bout, c'est assez difficile à regarder aujourd'hui. It's the most fun you'll ever have listening to music. The magic of Walt Disney and the music of some of the all-time greats. They've gotten together to show you some of your very favorites, like Peter and the Wolf, Johnny Fedora. Voilà, en fait, l'idée, c'est que chacun des morceaux annoncés ici sert de base. C'est comme un clip dessiné par... on a Johnny Fedora qui chante un petit quelque chose en animation. Et le film d'animation va illustrer cette petite image. Voilà, on a Benny Goodman qui va prendre des clips qui sont connus. Pardon, il va prendre des chansons qui sont connues et en 10 courts-métrages, il va animer, cela on est en 1949. Il va donc rencontrer Dali, dont il est un grand fan. Les voici en train de se parler. Parce qu'ils visitent ses studios, les deux sont très très célèbres. C'est pas facile de faire génie surprenant. Il faut donner de la salade à des signes qui s'en foutent. Il faut tirer à la carabine pour faire de la peinture. Il faut peindre en costume. Donc Dali a compris à partir des années 30 que c'est son personnage qui devient presque aussi important que sa peinture. Et c'est sans doute le plus intéressant dans l'histoire, c'est-à-dire c'est là où il est presque de notre époque aujourd'hui, c'est que Warhol à sa façon, Jeff Koons aujourd'hui, c'est le personnage de l'artiste lui-même, surjoué, qui va devenir aussi important que l'œuvre.
C'est ça qui est cinématographique dans sa démarche aussi. Oui, c'est Le vrai. fait de se mettre en scène en permanence. Et ce qui est intéressant, c'est que ils vont travailler ensemble. Non, c'est pas lui. C'est le suivant, lui. Pour faire cet extrait, alors ils vont travailler assez longtemps parce que le problème de l'image fixe, c'est que pour l'animer, il faut beaucoup de temps. Et donc un énorme travail pendant plusieurs semaines pour quelque chose qui va pas trop rester. Alors, ce film a été fait en 46 et puis il n'est pas sorti. Voilà à quoi ça ressemble. La version récente. Now I can smile and say, Destino, my heart was sad and lonely, and knowing that you only could bring my love to me. This heart of mine is free now. My empty arms are filled now, as they were meant to be. For you came alone out of a dream I recall. C'est un peu vite dit, mais c'est assez pénible. Regardez, je vous laisse le découvrir parce que ça a été repris il n'y a pas très longtemps. Ce qui m'intéresse de montrer, c'est que les deux exemples les plus marquants d'une collaboration entre un peintre dans ces années, là on est en 45, et le cinéma, c'est vraiment Dali. Maintenant avec Hitchcock. Et dans les deux cas, je suis un peu partisan, mais c'est pas très réussi. Parce que le passage de l'image fixe à l'animation est un travail énorme. On s'en doute que notre regard aujourd'hui est habitué à des animations de qualité et a du mal à regarder l'ensemble. Dans ce magnifique Spellbound, où Gregory Peck n'est pas exactement le garçon qu'on croyait vraiment, puisqu'il n'est pas celui qui était annoncé, puisque quelqu'un a disparu, et qu'en même temps il est psychanalyste, là, le changement va suffire. On va commander à Dali un décor qui est immense. D'ailleurs, je l'ai retrouvé, il a été restauré en Chine, c'est tout à fait impressionnant. On est donc en 45. Les Chinois ont restauré le rideau. Et ce décor, c'est ça l'ambiguïté du travail, c'est que finalement c'est un énorme temps de travail pour des choses qui ne seront pas sorties. Donc Dali va travailler un grand temps à fabriquer des figures. Si je trouve que ça ne fonctionne pas très bien parce que, vous voyez, le décor n'est pas un petit décor. Ça ne fonctionne pas très bien parce que finalement l'univers de Dali devient presque des citations dans ce qu'on vient de voir avec Disney avant. Et puis parce que il y a la maladie dont on parlait sur les décors, c'est-à-dire de vouloir montrer, si j'ai eu Dali avec moi, c'est intéressant de montrer à quoi ressemblerait son travail. Voilà, c'est-à-dire d'oublier la cinématographie elle-même. Donc, comme c'est très chouette, on va le montrer, et comme c'est tellement chouette et que ça a pris du temps, on va trop le montrer. Et on n'est pas loin, et là c'est ce qui manque à Dali, c'est que Dali était tellement excessif qu'il en devient marrant, il devient presque une fête foraine à lui-même, et quand la citation se veut trop sérieuse, elle perd de cet humour. Il me semble que c'est ce qu'il y avait dans le petit extrait que je vous ai montré, c'est-à-dire les images arrivent par elles-mêmes. Alors sur le film de Hitchcock, on a affaire à un cinéaste pour lequel ça fonctionne mieux. Vous voyez, le décor, le personnage arrive devant, et quand on regarde la scène du rêve elle-même, elle devient très passionnante.
just what sort of a place it was. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors, cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room, kissing everybody. On pourrait ajouter que nous allons parler de David Lynch, et s'il y a bien quelqu'un qui fait des choses de cet ordre-là, c'est-à-dire montrer des images dont on ne comprend pas la signification. Et en plus, tu aimes bien ça, mais cette espèce de profondeur de champ, c'est-à-dire il y a un truc très près, il y a un truc très loin. Et la distance entre les deux, c'est ça la profondeur de champ. Donc on va avoir des images qui sont de plus en plus superposées avec plein de choses dedans. Voilà. La séquence du rêve n'a duré que quelques secondes dans le film, alors que ça représentait un travail immense, et donc on a considéré que le travail était assez petit, mais finalement, c'est le commentaire, vous voyez, on voit des sorties des morceaux de scène. J'ai piqué le commentaire de Deleuze qui parle de ce film, il dit « La maison du Dr Edwards, Hitchcock, le vrai rêve n'apparaît pas dans la séquence en carton-pâte de Dali, mais elle est distribuée en éléments distants. Il trouve que le rêve est plutôt les raies d'une fourchette sur une nappe qui deviennent les rayures d'un pyjama, c'est-à-dire vous visualisez, on a une fourchette, puis d'un seul coup, par superposition d'images. Voilà, donc l'analogie visuelle, ce que réalise Dali dans son propre travail, ne passe pas tout à fait au cinéma, alors qu'en fait, il y a quelque chose de très cinématographique dans son travail. On le voit sur un élément de décor encore ici. On a un univers qui est tellement marqué que je pense qu'il est aussi difficile à animer. Et ça passe mieux dans le dessin animé, je trouve, que dans les films en practical, tu vois. Le côté forme molle, du coup, là, dans l'extrait du dessin animé que tu as montré, je trouve que c'est plus parlant, c'est plus... Enfin, je trouve que ça se regarde finalement un peu mieux que son univers calqué dans un truc qui se veut à la base... plus réaliste, entre guillemets, dans ses formes. Enfin, après, c'est une impression personnelle, mais... Ce qui me fait être critique, c'est la force de Chien Andalou et de l'âge d'or, et la force d'avoir une main qui s'ouvre avec des fourmis. C'est très puissant, alors qu'en voulant faire entrer texto l'un dans l'autre, ça ne fonctionne pas de la même façon. Exactement. Alors, pour finir, dans les 77 minutes qui nous restent... mais oui. Nous allons voir que le travail de David Lynch, c'est un cinéaste... là, on est en 66. Et déjà, c'est assez parlant, déjà. Voilà. Si quelqu'un est bien influencé par le surréalisme, c'est lui. Ça va mieux fonctionner, il me semble. On va essayer de montrer pourquoi et pourquoi on l'a choisi lui. Et puis, comme je le disais au tout début, il se revendique, dès le début, comme peintre. Il fait des études de peinture. Voilà à quoi ressemble sa peinture. Il a l'air tout sérieux, là. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le sapin de Noël, plus la gueule du truc, on dirait du Lynch, en fait. Si vous n'en avez jamais vu, en fait, tout élément simple... moi, je cite souvent le début de Blue Velvet. Vous avez une petite maison, on entend une maman qui fait la vaisselle, il y a la radio, donc il y a un plan, un zoom latéral, et donc on voit un petit jet d'eau, on est dans une belle cité américaine... tranquillou, et puis dans l'herbe, tout doucement va passer une oreille coupée qui est dans l'herbe, dont nous n'entendrons plus parler pendant très longtemps dans le film, mais suffisamment pour que ça t'ait vrillé la tête en te demandant non seulement qu'est-ce qu'il a voulu, mais on va en prendre une autre oreille dans la gueule dans pas longtemps. Ça, c'est quelque chose de très surréaliste. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de montrer des effets gore, il n'y a pas besoin de montrer beaucoup. Je vais jouer avec les mots, mais dans les années 20, on appelle ça l'épouvante. Et il me semble que le fonctionnement de l'épouvante consiste à mettre dans la tête du spectateur quelque chose qui est bien plus dramatique que de le montrer. Donc il fait des études dans cet endroit de Pennsylvanie, et en fait il se présentera toute sa vie comme peintre et réalisateur. On va voir un extrait. Voilà à quoi ressemble ce qu'il va réaliser quand il est étudiant en Pennsylvanie, c'est-à-dire un film, vous allez comprendre très vite, qui est projeté sur une peinture-sculpture. The traces of Philadelphia in his work
The first film I ever made is now being shown here as it was. Voilà, c'est le film en lui-même. Donc c'est une sculpture avec des volumes, c'est son visage au milieu, et puis c'est sur une toile où il y a de la peinture, vous allez le découvrir, et il projette un film dessus, et avec du son. Donc on est vraiment dans un mélange de tout ça. C'est ça, c'est son travail de beaux-arts. And it was projected in this room, almost just to the right of where you're sitting, on a 16mm projector. And then I had a tape recorder with a loop of Siren, and it was played right here. One of the things I'm most proud of about this exhibition is that we are presenting Six Men Getting Sick, which Lynch did in 1967 for the first time since 1967. Where David Lynch begins, to me, as somebody who's making work that is uniquely... Voilà, ce sont 6 personnages malades, et c'est un extrait de l'exposition rétrospective qui est en son hommage en Pennsylvanie, justement. Donc, parce que quand on projette le film lui-même, on ne se rend pas compte de l'installation elle-même. Ça date de 67, il est étudiant, il a fait les premières études en beaux-arts qui n'ont pas plu, il arrive en Pennsylvanie où il va donc faire du cinéma et de la peinture en même temps. La bande-son n'est pas très reposante. Et quand on voit le film lui-même, on n'arrive pas à se rendre compte que les 3 figures à gauche sont de la sculpture. C'est pour ça que j'avais besoin de vous le montrer autrement. Par contre, on voit bien comment l'image animée projetée sur une toile qui est finalement, c'est quand même l'énorme point commun, un écran. Voilà, l'écran noir de tes nuits blanches, c'est qu'on peut projeter dessus quelque chose qui va bouger, qui va donc faire disparaître des éléments ou apparaître d'autres éléments. C'est pas très joyeux, le travail de David Lynch, mais ça ne le sera jamais. Vraiment jamais. C'est ça. Alors, j'avance un petit peu parce qu'on a vraiment des extraits de films à vous montrer, surtout si vous n'aimez pas les films qui font peur, vous montrer des extraits suffira. Il fait un deuxième film qui est tout à fait passionnant de 68 qui s'appelle The Alphabet, dans lequel on a des personnages en relief, des personnages en vrai, avec sa copine, on va dire, et puis des choses en animation. Voilà, puisqu'on a des éléments qui font penser à de la peinture, hein, qui font à la fois penser par le maquillage, par des éléments voilà, elle est en train d'essayer d'attraper une lettre qui va se balader, donc on est on va appeler ça mix média, je trouve ça un peu nul comme terme, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça, on peut dire crossover, ça fait stylé. Allez. C'est-à-dire on va d'un médium à un autre, il n'y a plus de séparation. Si on fait la conclusion de cette belle matinée, les cinéastes d'aujourd'hui ou les artistes d'aujourd'hui, il n'y a plus de discipline réservée si tu dois quasiment systématiquement toucher à tout. Voilà à quoi ressemble le film, vous allez comprendre que c'est aussi un mélange de cinéma et de peinture d'une façon très impressionnante. Bonne chance. Très joyeux. Alors on passe à l'animation. C'est image par image, hein, donc il faut peindre chaque morceau après avoir pris une capture. C'est un peu long. Alors de l'écriture, ça c'est particulier à David Lynch. Il y a quelque chose qui me semble intéressant, c'est que vous voyez, on est en attente de savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire l'élément temps devient un élément vraiment présent. Pourtant, c'est de la peinture en train d'avancer. On est dans un art qui est que visuel. Même si on entend chanter, on ne voit pas le rapport du tout. Mais on se dit qu'il va se passer quelque chose. Vous allez bien dormir ce soir. Bon. Avant l'heure.
Ah oui. Ah, mais les deux, en fait. Il y a un scénario qu'on ne peut pas dévoiler tout de suite. Non, il y a vraiment un scénario. Il y a vraiment une histoire. Tu crois, Christine, ou pas? Après, il y a longtemps, allonge-toi, on n'a pas parlé de tes rêves, mais en effet, dans les rêves, ça peut être un peu décousu. Alors, avant de passer la parole à mon cher collègue, parce que moi je finirai en montrant des peintures, des sculptures et des gravures de Lynch, il y a à nouveau un petit blow-up qui résume bien sa carrière, ses débuts de carrière. La sortie cette semaine du documentaire David Lynch, The Art Life, nous a donné envie de poser dans Blow Up cette question simple. C'est David Lynch, ce sont pour commencer des études à Philadelphie au milieu des années 60, où il est tout d'abord peintre, activité artistique qui ne le quittera plus, David Lynch ayant développé au fil des années une œuvre picturale noir et blanc et couleur, faisant la part belle à l'écrit et aux déformations diverses et variées, que ne renierait pas Francis Bacon, son peintre préféré. Puis fin 60, David Lynch réalise ses premiers courts-métrages d'animation qui découlent de son travail de peintre, jusqu'à The Grandmother en 1970, court-métrage mêlant animation et prise de vue réelle et décrivant pour la première fois un foyer familial plutôt conflictuel. Enfin, au milieu des années 70, vient son premier long-métrage, Eraserhead, soit des paysages industriels anxiogènes, des intérieurs anxiogènes aussi, et puis une première scène comme un programme. Oui, le cinéma de David Lynch sera très sonore, il sera aussi très renversé, et puis une planète se confond bientôt avec un cerveau. Bref, le cinéma de Lynch sera mental ou ne sera pas. Oui, il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément un scénario pour que l'image, l'association d'images, ce que le cinéma fabrique, te trouble visuellement et te trouble intellectuellement. Il faut du mouvement, du son pour que ça arrive. David Lynch, c'est ensuite au carrefour des années 80 un travail de photographe qui, là aussi, ne le quittera plus, avec des décors de prédilection, zones industrielles, usines et ruines. À la même période, David Lynch, ou plutôt ses toiles, font également une apparition discrète en arrière-plan dans le film de John Byrom, Heartbeat, avec même la présence lointaine, ici, de David Lynch en artiste courtisé. Enfin, la consécration publique vient en 1980 avec Elephant Man. C'est le moment de découvrir la coiffure de David Lynch tout jeune, que l'on peut à peine comparer à celle de mon voisin, à qui je repasse la parole. Yes. Bon, je vais pas être plus gai au niveau de mes extraits. Alors attends, moi il faut que je te laisse ça ouvert. Non, on s'en fout. Hop. Alors moi je vais revenir un petit instant sur son premier long métrage Eraserhead, du coup. Donc là on est en 77, oui c'est ça, je vérifie. Avant que j'oublie, si on n'aime pas les films qui font peur, on peut en voir un dans la vie ou... Pas celui-ci en tout cas. Enfin, encore une fois, je pense que à la fois les extraits qu'a montré Franck et ce que tu as commenté dessus, en fait, c'est pas tant le film en soi, c'est finalement l'interprétation qu'on peut donner de ce côté très étrange, très surnaturel, et le décalage entre l'objet et sa représentation, quand tu citais Blue Velvet, c'est-à-dire c'est pas tant l'oreille qu'on voit, c'est très furtif, mais c'est qu'est-ce que ça fout là et le sentiment d'étrangeté que ça dégage et qui va devenir une espèce de leitmotiv. Et c'est clairement, du coup, l'objet du film, de son premier long métrage, où là, du coup, donc on a beaucoup cité Francis Bacon, Edward Hopper, on y reviendra après. Il y a aussi des inspirations directes, notamment du surréalisme de René Magritte, du coup, notamment à travers ce tableau Méditation. On est en 37. Et donc là, dans le film Eraserhead, donc, comme on disait dans Blow Up, ville industrielle, ce personnage qui se retrouve seul avec un bébé qui est totalement surnaturel, car lui, pour le coup, fait assez flipper. David Lynch avouera un petit peu plus tard que ce film a été fait et qu'une des thématiques qu'il traverse, c'était sa peur à l'époque de la parentalité. Donc là, c'est assez... ça donne pas envie. Ça donne pas envie, ça d'avoir donne des enfants. pas envie, ouais, de fonder une famille.
Et donc on va voir, et là c'était aussi intéressant, donc je rebondis un petit peu rapidement sur ce que tu disais juste avant, sur le fait que dans les films, ces moments surréalistes vont beaucoup arriver dans des moments de rêve en fait, assez furtifs. Et on retrouve ça dans Eraserhead, notamment à travers un personnage qui va être assez récurrent, c'est la femme du radiateur, du coup, qui va dépeindre quelque chose d'assez étrange et qui va être un petit peu symptomatique du coup de l'état mental du personnage principal, qui va errer dans cette ville et dans ses intérieurs assez creepy. Donc c'est pas... Non mais là il n'y a pas de parole, c'est complètement contextuel. Et donc vous allez retrouver du coup le décalage du coup qui est dans le tableau de Magritte, donc du coup avec ces espèces de serpents bougies, qui va être donc là dans cette... donc là comme on le disait aussi dans Blow Up, hein, un cinéma très sonore. Et ce côté déformation qu'on va beaucoup retrouver là pour le coup dans les peintures de Bacon, puisque vous allez voir le visage de cette femme qui est pas très rassurant. C'est pas gore en soi, mais c'est extrêmement dérangeant. Et c'est ce qui est un marqueur en fait du cinéma de Lynch et qui fait que c'est des films qui sont... Là on est sur du practical, on est sur de la prothèse, donc c'est des films qui sont plastiques. Vous voyez, donc vous voyez maintenant un peu la connotation. Donc ces formes un peu bizarres qui vont apparaître comme ça, on ne sait pas pourquoi c'est là, ça va arriver, ça va disparaître en même temps et qui amène quelque chose d'extrêmement étrange. Là où, pour celles et ceux qui étaient là sur la conférence dédiée à Cronenberg, qui est aussi sur un rapport aussi à l'étrange, notamment au niveau des corps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus montré, beaucoup plus au centre de ces films, là où David Lynch va arriver par touche, et ça va un peu nous hanter en fait. Moi, Eraserhead m'a totalement trauma, pour être tout à fait honnête. C'est un film où j'en suis pas ressorti indemne. Ça se voit. Et le noir et blanc y apporte quelque chose aussi, parce que du coup, ça laisse un peu plus place à notre imaginaire. Voilà, c'est ça Eraserhead. Et c'est des scènes, il y a une scène avec, par exemple, une scène de repas avec un poulet aussi, qui va se mettre à bouger dans tous les sens. Enfin, c'est assez... j'ai fermé le dossier, non, il est là. Il est là. Oui. Yes. Donc là, on est finalement sur un côté étrange qui finalement, dans le scénario du film, dans l'univers du film, est quelque chose de très intime en fait finalement. Beaucoup dans l'objet de rêverie, dans quelque chose qui est caché. Là, on voit qu'on s'engouffre dans un radiateur avec un bruit de gaz qui sort. Enfin, c'est quelque chose qui est très de l'ordre voilà, du fantasme et du rêve. Là où la monstruosité, et c'est pour ça que ce film Elephant Man a été on va dire le premier gros succès, entre guillemets, et qui est beaucoup plus accessible aussi dans ce qu'il raconte. Donc on est là donc 3-4 ans plus tard, et là finalement l'étrange, le côté, la laideur aussi du personnage va être exposé au grand jour. C'est presque convenu qu'il fasse ça, puisqu'il est sur l'étrangeté, sur la monstruosité. Et c'est très étonnant de découvrir que c'est Mel Brooks qui lui a commandé en tant que producteur. Ouais. Donc le personnage central donc de cet homme difforme qui est une bête de foire et qui va être donc du coup pris sous l'aile d'un professeur qui va découvrir que cet homme est doté d'une extrême intelligence, d'une sensibilité tout à fait, dans ce qui rend le film en fait très 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 émouvant. Enfin, moi c'est un film qui m'a là pour le coup renversé, mais pour autre chose, plus sur la dramaturgie du film, mais qui donc du coup est aussi une réflexion visuelle sur comment la laideur finalement peut être aussi quelque chose qu'on peut regarder autrement quand on apprend à connaître le personnage, c'est-à-dire que le personnage est présenté comme une bête de foire difforme et qu'on va voir totalement autrement au fur et à mesure qu'on va découvrir son intimité. Voilà. Donc la scène un petit peu pivot du film se passe ici, puisque jusqu'à présent le personnage est montré que partiellement à travers des ombres, à travers des draps, et donc là ça va être son exposition frontale au spectateur à travers les yeux d'Anthony Hopkins. Consider the fate of this creature's poor mother. Struck down in the 4th month of her maternal condition by an elephant, a wild elephant. Struck down on a land this plagued
The terrible elephant man. Je laisse parce que la scène est quand même assez belle, je trouve. Stand up. Stand up! Turn round. Turn around! Turn around! Je veux bien ce con. Ouais. Voilà. C'est pictural, hein, d'ailleurs. C'est très pictural, en effet. Et donc là, vu qu'on est le temps presse, ce qui me semblait intéressant, finalement, c'est de voir aussi comment, alors, à travers la série Twin Peaks, qui est, si on le prend d'un point de vue narratif, justement pour faire écho à ce que tu disais, Christine, c'est peut-être finalement ce qui est le plus accessible, parce que Twin Peaks, c'est une série policière, sur une disparition, voilà, / meurtre. Donc finalement, si on prend le scénario de Twin Peaks, donc deux premières saisons qui sont sorties au début des années 90, et là récemment, de très bonne facture d'ailleurs, The Return en 2017, donc qui est ressorti assez récemment, c'est finalement comment justement à travers cette intrigue policière va être inséré par touche tout l'univers surréaliste, l'imaginaire de David Lynch, qui arrive un peu en somme finalement entre finalement l'univers pictural de Hooper et celui de Bacon. C'est-à-dire, dans Twin Peaks, on a beaucoup de scènes qui décrivent finalement une sorte de normalité américaine, c'est-à-dire des décors assez épurés, et toute l'étrangeté, toute la déformation des visages et des espaces qui va notamment se retrouver dans la peinture de Bacon. Et c'est comment David Lynch, et qui là du coup lui vient de sa formation d'artiste un peu somme, entre guillemets, hein, à travers tout ce qu'il a fait, et comment il en joue. Alors je vais peut-être pas passer tous les extraits puisqu'on est un peu en retard, mais ça va être assez parlant. Voilà, à travers ce petit extrait, vous allez voir du coup la confrontation directe entre les peintures et les scènes de film. Donc ça, je si tu veux, jamais dit. C'est un montage. The painting or the photograph. Voilà, donc ce genre de petits mash-up sympas qu'on peut trouver sur internet et qui permettent donc de mettre en association assez directement voilà, deux arts qui s'inspirent voilà, assez, de manière assez subtile dans le cinéma de Lynch. Tu conclus, mon cher Franck ? Mais oui. On dirait Igor et Grishka. C'est ça. Et oui, mais j'ai rencontré Théo et il était dans cet état-là.
C'est ça, comme quoi, tu vois, il faut pas se fier à l'apparence. Toi aussi, tu étais gentil et intelligent. Et donc, la conclusion, c'est que vous avez compris que le choix de Lynch, c'est quelqu'un qui va jamais arrêter la peinture, qui va continuellement faire de la photo, de la gravure, de la peinture, et se revendiquer de ça. Et puis, avec les extraits et l'explication de Théo, je trouve qu'on voit bien que c'est pas de la peinture plaquée, en fait. C'est quelque chose qui peut être suggéré. J'en reviens pas comment Hopkins se joue très très bien. Hein. C'est quand même effrayant, il est tout le temps bon. Là, quand on a son visage, il y a un zoom, il y a un effet de mouvement, et en même temps, en train de pleurer comme ça, on pourrait être sur une peinture assez forte. Lynch va aussi faire donc beaucoup de gravures, parce que sans doute c'est un procédé qui va assez vite, qui lui permet de mélanger les médias. Vous l'avez entendu, il met beaucoup d'éléments d'écriture. On aurait pu, en un sens, se choisir comme artiste qui mélange les deux, Tim Burton, même si la carrière de Burton a un peu vrillé, à force de fabriquer, il me semble, et qu'il a d'un univers personnel très fort, il en est venu à se perdre, en fait, à répéter cet univers pourtant sur lequel il avait travaillé. Un peu à s'autociter aussi, c'est ce que tu disais, entre guillemets. Ouais. Ce qui se passe avec le film de Dali, c'est-à-dire on finit par être un clin d'œil, un clin d'œil, un clin d'œil. C'est ça. Il y a la culture rock qui joue beaucoup un rôle chez Lynch, et vous voyez des petits éléments de mots qui se retrouvent à l'intérieur de ça. Alors, on a aller-retour entre cinéma et peinture. Il vient du cinéma, il est mélangé à la peinture, il connaît l'histoire de la peinture, il évite de faire de la référence qui se voit trop, et on a des peintures qui feraient penser à des choses qu'on verrait dans des musées partout. Si vous connaissez William Kendridge, c'est un artiste d'Afrique du Sud qui fait des choses qui font penser à ça. Des choses qui jouent alors de l'urbain, et je vais montrer un extrait où il explique que la Pennsylvanie a beaucoup compté dans son cinéma, et qui joue aussi d'une espèce de grotesque. Vous voyez, on dirait que c'est un peu mal fait, c'est un peu enfantin, mais comme l'univers, j'en parlerai dans les deux cours qui nous emmèneront sur les années 90. Les années 90 sont le sommet de ce mélange de médias qui fait que l'univers des enfants va télescoper l'univers de l'épouvante assez facilement, et qu'on va retrouver ces éléments un peu décalés partout. Si je prenais du recul, c'est pas très facile, hein, ça date de 2010, je dirais que c'est pas un artiste extraordinaire picturalement, mais c'est intéressant que sa démarche passe de l'un à l'autre très très facilement, c'est-à-dire qu'on soit dans presque un petit tableau personnel, presque quelque chose d'anecdotique dans l'association, dans le collage, et en même temps dans quelque chose qui est quand même assez réfléchi sur ce que montre Lynch. Voilà, il y a un travail de la matière, un travail qu'on retrouve dans son cinéma, mais un travail aussi du décalage, c'est-à-dire on ne comprend pas toujours ce qu'on est en train de regarder. On se doute bien sûr que s'il y a un ballon Mickey, il y a une petite remarque sur ce qui se passe autour de nous, et en même temps on cherche l'explication de ce qui est devant nous. Et les mots y participent également. Si j'osais, je dirais qu'aussi que les mots sont comme si on entendait un son en bande, sur la bande son, qu'on ne voit pas quelqu'un qui dirait dog, qui dirait parti, qui ne serait pas dans le champ et qu'il entrerait dans l'image. Donc on a un passage de l'un à l'autre qui est absolument passionnant. Je ne vous le montrerai pas en entier, mais j'ai trouvé une petite merveille là aussi qui vient de Blue Up. Ils confient régulièrement là à Benoît Forjard qui est réalisateur. Donc il donne une carte blanche à un réalisateur, et la théorie de Benoît Forjard, c'est que le PVC est central chez David Lynch, et donc il se sert de ce fil rouge des matières pour regarder son cinéma un peu dans tous les sens. Attends. Levons-nous vers à cette expérience intéressante. À notre expérience. Le PVC chez Lynch. Ouais. Angle d'attaque intéressant. Il est des matériaux bien plus présents dans les films de David Lynch que le PVC. Son cinéma a beau figurer parmi les plus aventureux, Lynch demeure attaché à des matériaux classiques, à la pierre, au velours, et plus encore au bois, abondant sous forme de lambris, de guéridons et de parquets, ou plus simplement de forêts.
Alors, pourquoi est-ce que le PVC m'est apparu en rêve lorsqu'on m'a confié la mission d'évoquer le travail de David Lynch? Et d'abord, pour reprendre une formulation familière ici, c'est quoi le PVC ou polychlorure de vinyle? Ça, par exemple, ce n'est pas du PVC, mais du polyéthylène. Et ça, ce n'est pas non plus du PVC, mais du polypropylène. Ceux qui vous diront le contraire sont des gens qui connaissent l'œuvre de David Lynch de façon superficielle, ayant regardé les films, mais jamais les cassettes qui les renferment. Ça non plus, ce n'est pas du PVC, mais... Ça, par contre, c'est du PVC. Quand il fait ça, ça va mal se passer après. Ça aussi, ça sans doute, ça peut-être. Dans un souci d'exactitude, mentionnons la présence du PVC chez Lynch, quand bien même il se trouve hors champ. Ce sont par exemple les canalisations d'Eraserhead, dont le PVC se repère à sa façon d'acheminer la mélodie sourde de chasse d'eau anxiogène. C'est enfin ce PVC qui sert à faire les prises. Vous comprenez que la comparaison, elle n'est pas juste un jeu, puisqu'on dirait qu'on est entré dans un film de Lynch. Elle est dans quelque chose qui a parcouru tout ce qu'on a raconté, c'est ce qu'on pourrait appeler la plasticité, c'est-à-dire quelque chose devient une forme qui devient autre chose, qui devient autre chose. S'il y a une particularité au cinéma, ça pourrait être ça. C'est-à-dire que les formes molles de Dali qui deviennent des rêves, et les rêves eux-mêmes sont des choses qui se mélangent à d'autres choses et qui, en se mélangeant, deviennent d'autres choses encore. Il y a ça déjà dans la gravure, dans le dessin, dans l'histoire de l'art, mais le cinéma va le montrer encore plus. Lynch fait des lampes et il les vend. Non, justement, il ne faut pas du tout avoir quelque chose qui va avec. Il faut que ça soit bien différent de tout le reste. Je pense que ta mamie qui a des napperons chez elle, c'est là que ça doit aller. Juste après lui avoir révélé que cet objet est en train de la regarder. Ça suffira à faire flipper mamie, elle se tiendra peinard pendant un certain temps. Si je vous montre un petit extrait pour finir, puisqu'il est 12h13, ça sera fini juste bien. The traces of Philadelphia in his work are, you can't... Vous reconnaissez l'exposition qui a eu lieu en 2014-2015 sur le travail de David Lynch. J'ai gardé le petit extrait où on le voit circuler dans la salle, regarder ses peintures. Mais c'est des petits formats. Il a une voix assez curieuse aussi. Since the 60s, when I went around looking at the show upstairs, I got Oui, il est peintre et filmmaker. Les deux sont intéressants. Et donc je vais vaguement traduire ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que s'il y a une influence dans son travail, mis à part les trois artistes Magritte, Bacon et Hopper qu'a cité Théo, il dit que c'est la ville de Pennsylvanie qui l'a le plus marqué. Et il dit que c'est les matériaux de cette ville qui sont abîmés, qui pour lui sont un plus grand marqueur. Et là, il n'y a pas plus pictural que ça. C'est-à-dire regarder un détail et y voir de la beauté ou de l'étrangeté, c'est absolument ce que font des peintres. Voilà, il est en train de dire que les radiateurs sont un élément d'inspiration et que dans cette ville où il a grandi, Philadelphia, Pennsylvania is my biggest influence. là il vient de dire c'est ma plus grande influence, la Pennsylvanie, parce qu'il y a beaucoup de choses abîmées en fait. Si je ne connais pas la Pennsylvanie, je verrais Bruxelles un peu de cette façon-là aussi, où il y a beaucoup de choses qui sont très belles et en même temps dans un état effroyable. There's something about the mood here. Et There donc, was dark carved wood, banisters and stairways. There was a certain type of green that they would paint the rooms, either white or this strange green. The rooms had nice là, il trouve que cette ville est assez verte, que la couleur générale d'une ville, c'est toujours difficile à déterminer, mais cette couleur-là aussi l'a influencé. It wasn't any one particular thing or scene that you witnessed here. It was the mood and is what some of the images did. Et vous avez They got compris, done. pour finir de faire sourire notre amie Christine, la question de la famille, c'est sa grande question. Parce que c'est jamais tout à fait très clair. Merci à vous et à la fin du mois.
Est-ce qu'on vous a dit que la dernière marche est compliquée? Il faut toujours répéter parce que